Je voudrais passer maintenant à Hamou Jdioui. Hamou, si tu peux nous parler un peu du cadre légal et réglementaire. On a lancé d'ailleurs quelques sondages en direct sur cette e-conférence. Je partagerai avec vous les résultats de ces sondages tout à l'heure lorsqu'on va aborder les propositions. Et un élément sur lequel on a sondé l'assistance, c'est justement le cadre légal et réglementaire et la fiscalité qui est applicable aujourd'hui à ce secteur. C'est Hamou, à toi la parole. Merci, c'est Omar. Merci. Je suis heureux d'être parmi vous dans cette web-conférence pour un peu porter la voix de tous ces maritimistes vers la Commission. On m'a assigné ce rôle de réglementateur pour parler de la réglementation et je m'estime heureux parce que je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. L'administrateur de la conférence, M. Fikrat, et peut-être aussi la Commission. Et pour parler de cette question de la réglementation, permettez-moi donc de revenir avec vous 10 ans en arrière, je dirais 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, 60 ans en arrière, 80 ans en arrière, 100 ans en arrière. Donc, je parle du code de 1919. C'est un code qui a fêté, ironiquement, entre guillemets, son centenaire. Et l'année 1919 correspond à la date de naissance de mon père. Donc, si cette loi a été adoptée non pas pour mon père, mais pour mon grand-père. Et si nous sommes ici aujourd'hui pour parler du modèle de développement économique pour nos enfants et nos générations futures, donc c'est pour eux un code qui date des arrière-grands-parents de la 4e génération. Donc ça, vous allez être d'accord avec moi que c'est un code qui ne correspond plus à la vie commerciale d'aujourd'hui. L'industrie maritime n'est plus la même, la construction des navires n'est plus la même, le mode d'exploitation n'est plus le même, les opérateurs ne sont plus les mêmes. Donc, le code a été instauré dans une logique sous protectorat. Il parle du gouverneur français, il parle des autorisations du gouvernement français. Il définit des définitions qui ne sont plus adaptées à notre vie d'aujourd'hui. Et pour l'anecdote, il y avait un navire qui battait pavillon marocain qui était obligé de passer sous gestion d'une compagnie de ship management à l'étranger comme une condition de son affrètement. Et cette société a demandé à notre armement marocain la loi pour qu'elle puisse être en conformité avec la loi marocaine du pavillon. Et le superintendant marocain a refusé, et il s'est trouvé un peu gêné de transmettre à ces étrangers cette loi de 1919. Donc, il a tout simplement dit, chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous me consultez et moi, je me charge de vous transmettre le texte et de vous traduire en anglais. C'est pour dire que cette loi, nous sommes tous d'accord qu'elle est très caduque. En plus, depuis 1919 à nos jours, nous avons été en temps marocain très paresseux en termes de législation. Il y avait une loi qui est sortie vers les années 60, une autre peut-être vers les années 2000-2007, mais c'était pour abroger une loi déjà existante. Donc, pratiquement, il n'y a pas de nouveau en matière de législation au Maroc. Mais en parallèle du code, il y a les conventions internationales qui réglementent un peu le transport maritime à l'international et la navigation. Le Maroc, certes, a ratifié la grande majorité de ces conventions. Donc, je rappelle les conventions SOLAS, MARPOL, STCW, MLC, et en termes de conventions à caractère commercial, les règles de Hambourg. Mais ces conventions ratifiées par le Maroc, et parfois il y avait même une adhésion marocaine en plus de la ratification, il n'y avait pas de textes qui sont sortis après pour la mise en application. Donc, on parle de transposition des lois. Il ne suffit pas seulement de ratifier les conventions internationales, mais de venir vers les lois nationales pour voir comment s'appliqueront ces lois dans les lois nationales du pays. Et le Maroc n'a pas terminé ce travail. Mais le dernier exemple, c'est la convention MLC de 2006. Le Maroc l'a ratifiée en 2011 et jusqu'à aujourd'hui,
il n'y a pas toujours de transposition. Donc, à cause de cela, de ce retard et de ce manque de législation, parfois les affaires qui concernent les litiges marocains sont remontées à des tribunaux étrangers, à des arbitrages étrangers. Et on nous dit, on nous rapporte que parfois le coût de ces affaires-là, de ces arbitrages, dépasse parfois le montant du litige lui-même. Donc, ça ne veut rien dire pour nous. Ça, c'est le premier volet. Donc, on retient qu'il y a un code dépassé et qu'il y a des conventions qui n'ont pas été transposées et mises à jour dans le contexte marocain avec les lois marocaines. Le deuxième volet, et je pense qu'il a d'une importance capitale, c'est le rôle de la direction de la marine marchande. L'Organisation maritime internationale parle d'administration avec RONTA. Pour nous, c'est la DMM, c'est la direction de la marine marchande. Son rôle principal, normalement, et sa mission principale devrait être, c'est d'être l'incubateur qui relance le développement du transport maritime. C'est le rôle principal de la direction de la marine marchande. C'est de mettre en place des politiques de développement du transport maritime. Mais ce rôle a été délaissé petit à petit avec le temps au profit d'un rôle secondaire qui est celui de maintenir la sécurité et de veiller à la sécurité. Oui, on le sait bien, la sécurité est essentielle pour le bon déroulement des opérations, des navires et des ports, mais il n'est pas une fin en soi. La sécurité est importante, c'est pour le bon déroulement des opérations, pour la durabilité du commerce et du modèle économique. Et là, j'attire votre attention sur les vocabulaires. On parle de marine marchande. Il y a le mot marchand dedans. Et on parle de code, même ce code il est caduc, mais quand même, il a un nom significatif. C'est le code de commerce maritime. Ce n'est pas un code de sécurité maritime. Donc, lorsque l'administration de la marine marchande s'intéresse à son rôle de développement économique du secteur maritime, elle l'a fait ces dernières années, mais dans un angle bien étroit, c'est celui de s'intéresser à l'opération Marhaba pour le transport des passagers entre le Maroc et le sud de l'Europe. Nous savons bien que cette opération-là, elle a un caractère politique et social très spécial pour les Marocains, et c'est un travail qu'on doit maintenir et améliorer, mais du point de vue économique, ceci ne constitue seulement un petit segment du transport maritime. Donc, il ne doit pas retenir toute l'attention de la direction de la marine marchande. C'est une activité en plus saisonnière, donc le fait de s'intéresser seulement à une activité d'un seul segment et qui est en plus saisonnier n'est pas vraiment le rôle de la marine marchande. Et donc là, il fallait même pour ce segment-là penser comment l'élargir pour qu'il soit une activité durant toute l'année et profiter pour la rentabilité du modèle. Donc, pour ce premier rang de l'état des lieux, donc on retient petit 1, donc le code de 1919 qui est dépassé, petit 2, la transposition des lois qui n'a pas eu lieu et donc on a besoin de cela. Et petit 3, il faut que la direction de la marine marchande revienne à son rôle et sa mission principale. Donc, merci et on se retrouve dans le deuxième round. Hamou, je souhaite quand même te poser une question en termes de fiscalité aujourd'hui qui régit le secteur. Est-ce qu'il y a des éléments de contexte? J'ai préféré les laisser à okay. deuxième round. Très bien. Donc, on va en parler dans le deuxième. Très bien, très bien. Merci, Hamou. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est invraisemblable la situation actuelle, puisque un secteur vital qui est régi par des lois qui sont vraiment obsolètes, c'est quelque chose qui est complètement en déphasage avec ce qui se passe au Maroc. Je pense qu'au Maroc, la cadence réglementaire et légale s'est beaucoup accélérée depuis l'avènement du nouveau règne avec le règne de Sa Majesté Mohamed VI. Il y a eu beaucoup de mise à niveau et de modernisation de l'arsenal législatif et réglementaire, mais le secteur de la marine marchande est le parent pauvre de cette réforme. Quelles sont aujourd'hui, Hamou, les propositions pour la réforme légale, réglementaire du secteur pour vraiment
améliorer sa compétitivité, améliorer son attractivité. Donc, avant de passer aux recommandations et suggestions, j'ai quelques remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord, je commence par un adage maritime qu'on dit que c'était de la marine à voile. Pour celui qui ne sait pas sa destination, aucun vent n'est favorable. Et donc là, je rejoins l'idée de ces Jawadi et des autres collègues qui disent que tout d'abord, il nous faut une vision stratégique pour le secteur. Ce matin, j'ai été avec des industriels de l'Association marocaine de l'industrie dans un autre webinaire, et eux aussi, ils se plaignent de cette… Il y a des compétences marocaines hautement qualifiées dans leur domaine, mais que le Maroc ne profite pas de ces compétences. Et donc, ces compétences profitent aux industries étrangères. Donc, pour joindre les deux choses, si aujourd'hui, nos trafics à nous, Madame Bouchra vient de citer le trafic Fidrine des conteneurs entre Tanger, Agadir et Casablanca. Mais nous avons aussi d'autres trafics de charbon, d'autres trafics de chimiquiers, de phosphate. Si notre marine marchande et notre flotte ne basent pas sur le trafic national, comment voulez-vous qu'on aille la faire naître et la faire prospérer sur des trafics de nos concurrents à l'échelle internationale? Je prends là l'exemple sud-coréen, qui sont maintenant les leaders parmi les leaders des constructeurs navals. Ils se sont mis la chose d'une façon très simple. Un trafic national, donc il y a besoin de transport, une banque nationale, un chantier national, on construit le navire avec le chantier national coréen, avec des fonds de la banque nationale, et on l'affrète contenu à l'opérateur qui a le trafic. C'est aussi simple que ça. Sinon, on ne peut pas faire, et c'est la remarque que je laisse à M. Fikret le temps d'interpréter, si nous n'avons pas la possibilité de baser notre flotte sur les trafics, les commodities marocaines, comment on peut le faire? Déjà, on a une partie sur les passagers, avec nos trafics de passagers évalués à 7 millions entre le sud de l'Europe et le Maroc, et on n'a pas encore trouvé le moyen d'optimiser cela et d'en profiter pour avoir une petite flotte de navires à passagers et de ferries. Donc là, c'était la première remarque. La deuxième remarque, si nous sommes ici présents, tous ces cadres-là, ces lauréats de l'ISEM dont nous sommes très fiers, c'est parce qu'il y a 50 ans derrière, il y avait une vision, il y avait une flotte nationale, il y avait des navires, des compagnies maritimes qui travaillaient sur lesquels on a pu nous acquérir. Si nous sommes aujourd'hui là en train de parler, c'est parce que grâce à la volonté de ceux qui nous ont précédés, et là je salue un peu les efforts du comité central des armateurs, dont ARMA aujourd'hui, l'association ARMA et le prolongement naturel, je salue ces efforts parce que c'est grâce à eux que nous sommes aussi aujourd'hui là en train de parler du futur et de vision future. Donc, pour reprendre mon intervention de là où je l'ai laissée, c'est-à-dire redonner à la marine marchande son rôle d'incubateur pour le développement économique du secteur. Sa mission principale est d'accompagner ce développement parce que la réglementation n'est pas une fin en soi, mais c'est pour développer un pays. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de mettre à jour la réglementation. D'ailleurs, il faut un code, mais il y a beaucoup de voix qui disent que nous n'avons pas seulement besoin d'un seul code, mais peut-être de 3 codes, dont un sera pour la sécurité maritime, un autre code pour le transport et un autre pour l'environnement, de manière à donner un peu de souplesse à la législation pour agir sur d'autres secteurs, parce que ces sujets-là, ils ont des interférences avec d'autres secteurs d'activité. Et en troisième mise à jour, c'est de transposer les lois, les conventions que le Maroc a signées, et donc de passer à la période de mise en place des textes d'application de ces lois-là. Et comme M. Omar m'a dit tout à l'heure, un mot sur la fiscalité, et là je reviens à la proposition d'un côté de l'ex-comité central des armateurs
qu'il a faite, je pense, 2011-2012, avec une liste de recommandations, était parmi ces recommandations une proposition de changement du mode de taxation de l'impôt des sociétés maritimes. Et on a parlé avec des spécialistes. Maintenant, la situation que nous avons aujourd'hui, si aujourd'hui, en l'absence de flotte nationale et de compagnie nationale, la recette de ces impôts est zéro, quelle que soit la forme, qu'elle soit taxée sur le tonnage ou sur l'IS, sur la base des revenus ou la base des bénéfices, zéro multiplié par zéro, ça donne zéro. Donc, pour la recette de l'État, quelle que soit la nouvelle formule, elle sera favorable à la recette. Donc, mieux, nous avons besoin de choisir une formule incitatrice. Ça dépend. Il y a des gens qui nous ont expliqué que aller par le chemin le plus court, c'est-à-dire si on veut changer des lois qui relèvent de la loi organique de finances, c'est un peu trop, beaucoup plus difficile, mais il y a toujours des issues pour mettre en place des mesures incitatrices, c'est-à-dire des exonérations. Ça dépend de la forme de l'exonération. Maintenant, l'État a la possibilité d'aller vers un secteur en particulier et d'apporter son aide carrément. Ça dépend. C'est pour cela que je reviens au point de départ. Tout dépend de la vision, de la stratégie. Si on veut vraiment une flotte nationale, on veut un pôle économique maritime qui sera un levier de développement du Maroc, et nous avons tout le potentiel pour l'être, on saura mettre en place les politiques et toutes les recommandations seront les bienvenues. Mais si on n'a pas de vision, on n'a pas, en l'absence de cette vision, aucun vent n'est favorable, aucun vent n'est bon. Et donc, je voulais te poser une question que je vais poser d'ailleurs aussi peut-être par la suite à Si Jawadi. Pourquoi aujourd'hui la flotte qu'on avait qui était conséquente, etc., pourquoi elle a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a perdu Marfossillon, on a perdu toute la flotte de Comanav, toi qui as la mémoire du secteur? Cette question à elle seule nécessite un webinaire à peut-être une journée d'études. C'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs externes. Il faut le reconnaître, il y a aussi des facteurs internes. Les facteurs externes, je pense qu'un de nos collègues, peut-être je suppose qu'il est parmi nous, il a expliqué ainsi, l'OpenSea m'a tué. Donc, on a introduit la libéralisation du secteur et sans mettre en place des mesures accompagnatrices pour les compagnies maritimes pour qu'elles puissent affronter à l'international la compétitivité féroce. Les autres compétiteurs étaient plus forts que nous. Et donc, lorsque nous nous sommes trouvés dans un combat qui n'est pas égal, c'est logique qu'on a perdu. Mais aussi, il y a les circonstances qu'il n'y avait pas vraiment une politique réelle pour maintenir le secteur en vie. Il n'y avait pas toutes les études stratégiques qui ont été demandées par l'administration et le ministère de tutelle, ils donnaient des recommandations. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu une seule recommandation mise en pratique et suivie. Donc, si nous sommes aujourd'hui là, on a perdu un peu la flotte, c'est à cause des facteurs externes et internes. Nous sommes là prêts à reconnaître nos erreurs en termes de gouvernance interne. Et là, nous n'avons pas à réinventer la roue, ni l'hélice d'ailleurs. Le modèle économique moderne d'aujourd'hui, il est tellement prêt, il est tellement facile, et donc on n'a qu'à un peu l'adopter de la meilleure façon possible. Encore une fois, il faut que la législation soit accompagnatrice pour nous permettre cela. Et maintenant, nous sommes ici, il faut qu'on se mette, nous sommes des alliés, les opérateurs, l'administration, les banques, les politiciens, nous devons être des alliés d'un côté, en face de la concurrence externe de l'autre côté. Et c'est l'appel qu'on doit agir en tant qu'alliés entre nous pour affronter l'extérieur. Mais si on agit d'une façon isolée, on ne peut pas y arriver. Merci beaucoup, Ahmed.